Choisir un camp. Chapitre 13. Victoire. Suite. Walter, 8 mai 1945. La guerre est finie, enfin. La reddition a été signée dans la nuit de dimanche à lundi, après 3 jours de pourparlers, à Reims, dans une petite école où est installé le quartier général d'Eisenhower. Le général Jodl, porteur d'une lettre de créance de l'amiral Dönitz, a signé pour l'Allemagne. Du côté allié, la capitulation a été signée par le général Smith, chef d'état-major d'Eisenhower pour le commandement suprême allié, par le général Sousloparov pour la Russie et le général Sever pour la France. La radio allemande a diffusé l'appel du comte Schwerin von Krosigk, annonçant à la population du Reich que le haut commandement des forces armées, sur ordre de l'amiral Dönitz, avait signé la reddition sans condition de toutes les forces combattantes allemandes qui avaient succombé après une lutte héroïque de près de 6 années devant la puissance écrasante de ses adversaires. Le ministre du gouvernement du Reich a déclaré que personne ne devait se faire d'illusions quant à la sévérité des conditions imposées au peuple allemand par ses ennemis et qu'il devrait faire face à son destin bravement et sans sourciller. Il est évident que l'avenir sera difficile et qu'il imposera des sacrifices à tous. Le comte a insisté sur le respect des traités aussi sacrés pour le peuple allemand que le but d'appartenir à la famille européenne des nations et de mobiliser toutes les forces morales et matérielles afin de guérir les blessures horribles que la guerre a provoquées. Ce discours me paraît encourageant. Cependant, le commandement allemand de Bohême refuse de capituler. Que de sourires sur les visages aujourd'hui. Les événements se sont précipités depuis le jour où je suis allée à la mairie déclarer la naissance de notre petite Heidi. Quelle joie de voir la femme que j'aime lui donner la tétée. C'est quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de vivre avec mes fils. Elke n'avait pas voulu allaiter et j'avais respecté son choix. Mais aujourd'hui, je ne connais pas de spectacle plus émouvant. En outre, Louise et moi allons pouvoir voir grandir notre fille dans un monde désormais en paix. Enfin, en Europe, pour l'instant. Les gens sont immédiatement sortis pour faire la fête dans les rues, s'embrassent après ces années d'horreur. Certains chantent la Marseillaise. Les cloches sonnent. Au 21e aussi, les gens se congratulent. Dès que j'ai pu me libérer quelques instants après l'annonce de la bonne nouvelle, je me suis précipitée auprès de mes 2 amours. Heidi dort dans son berceau. Alors, je prends Louise dans mes bras pour un long baiser. Plus personne n'aura plus à craindre d'être arrêté, d'être torturé, lui murmurai-je. Et j'espère que sous peu, nous allons enfin pouvoir nous marier. J'aimerais faire la connaissance de ta mère, mon chéri, me répond-elle en se levant contre moi. Ce serait bien que nous y allions dès que ce sera possible de circuler et quand tu seras libéré de tes obligations. Moi aussi, je voudrais qu'elle fasse ta connaissance et celle de Heidi. J'espère que nous allons enfin pouvoir échanger du courrier pour avoir au moins des nouvelles et lui en donner, à défaut d'y aller pour le moment. Walter, où penses-tu que nous pourrons nous marier le plus vite me demande-t-elle, l'air soucieux. Je ne sais pas encore, mon cœur. J'imagine que tu préférerais que ce soit chez toi, à Sainte-Mère. Pas nécessairement. Nous pouvons tout aussi bien nous marier ici ou en Allemagne. Si j'ai bien compris, les obstacles sont surtout administratifs. Et si moi, je peux facilement obtenir les documents nécessaires pour un mariage ici ou en Normandie, pour toi c'est plus compliqué. Maintenant que l'Allemagne a capitulé, quand les services de l'administration seront-ils en mesure de délivrer ton acte de naissance et le fameux certificat de capacité à se marier? Malheureusement, je l'ignore. Crois-moi, je suis le premier à le déplorer. Tu sais à quel point je désire que tu sois ma femme. Bien sûr qu'elle le sait. Je lui répète sans cesse qu'elle est la femme de ma vie, que je ne veux plus être séparée d'elle un seul jour. Mais nous allons devoir patienter. Louise me rassure. Tout ce qui compte pour elle, c'est que nous soyons ensemble, tous les 3. Et c'est pelotonner l'un contre l'autre que nous écoutons à 15h le discours de De Gaulle à la radio, qui doit être l'annonce officielle de la victoire. Walter, 22 mai 1945. L'acte officiel de capitulation signé à Reims a été confirmé à Berlin, en présence d'un représentant du haut commandement du corps expéditionnaire allié,
le maréchal de l'air Tedder, du maréchal Zhukov pour l'URSS et du général de Lattre de Tassigny pour la France. Pour l'Allemagne, ce sont le maréchal Keitel et les commandants en chef des armées de terre, de mer et de l'air qui ont paraphé l'acte. La guerre est officiellement finie en Europe, mais celle du Pacifique continue, bien que le président Truman, qui a succédé à Roosevelt, décédé le 12 avril dernier, laisse prévoir la capitulation imminente du Japon. Après l'annonce par les journaux que Hitler et Goebbels étaient morts, que Hess était devenu fou, nous apprenons que Göring a été arrêté, après 1000 bruits contradictoires à son sujet qui le prétendaient enfui ou suicidé. Himmler, lui, semble introuvable. Il serait, selon certaines sources, en Suède et selon d'autres, dans les Alpes autrichiennes. Nous attendons de savoir désormais de quoi demain sera fait pour la France et l'Allemagne en premier lieu. Notre avenir, à Louise et moi, en dépend. Apparemment, les trois grands doivent se rencontrer à Londres pour examiner la restauration de l'économie européenne sur des bases saines, les détails du plan d'occupation de l'Allemagne et la politique générale européenne. L'occupation de l'Allemagne par les Américains, les Anglais, les Russes et les Français a en effet commencé. Pour le moment, nous n'avons connaissance que des directives s'appliquant à la zone américaine. Elles sont de désarmer complètement l'Allemagne, éliminer les usines de guerre, saisir les brevets allemands, contrôler les opérations des banques et des maisons d'affaires allemandes, diviser les grandes propriétés en petites exploitations, interdire la production d'avions, limiter les opérations industrielles, contrôler complètement le gouvernement local. L'Allemagne devra aussi envoyer l'outillage industriel et les matières premières nécessaires dans les pays dévastés par les nazis, transférer ces usines chimiques dans les pays alliés, rendre à leurs propriétaires tous les butins de guerre. Enfin, les Alliés veulent étudier les moyens de forcer l'Allemagne à donner une juste compensation aux crimes commis par les nazis dans les pays occupés et en Allemagne. En ce qui concerne la France, les milieux officiels de Washington estiment que, bien que l'économie française soit en meilleur état que celle des autres pays libérés, les besoins sont immenses. Seule l'industrie du pneumatique est en bon état, grâce aux envois massifs de caoutchouc des États-Unis et de l'Empire français. On attend en France des centaines de locomotives commandées aux États-Unis et des dizaines de milliers de wagons de marchandises, des automotrices diesel et des milliers de camions commandés à l'Angleterre et aux États-Unis. Quant au potentiel en machines et en outillage, il pourrait permettre une production correcte, mais celle-ci est encore entravée par les restrictions de force motrice, le manque de matières premières et l'impossibilité d'utiliser les ports français. Aussi, les États-Unis vont augmenter les volumes des exportations vers la France. Blé, métaux, textiles, produits chimiques, acier, papier. Toute cette aide est destinée à faire redémarrer l'agriculture et l'industrie. Cette dernière est dominée par le problème du charbon, dont on craint qu'il n'arrive en quantité suffisante pour l'hiver prochain. Des instructions précises ont donc été données par Eisenhower pour remettre en route les mines de la Sarre, avec l'aide de techniciens français et américains, et grâce au tri effectué parmi les prisonniers allemands pour que les mineurs reprennent leur poste pour extraire le charbon. Ces décisions concordent avec l'avis du juge Rosenman, conseiller du président américain, qui reconnaît que la France, seul élément fort d'ordre et de stabilité économique et sociale, doit être renforcée à tout prix si on veut que l'Europe entière se reconstitue. Churchill pense d'ailleurs la même chose. Pour lui, la France est une force nécessaire à l'équilibre de l'Europe et de l'Occident, elle-même nécessaire à la stabilité du monde de demain. Par ailleurs, elle reste une base stratégique, même dans la guerre contre le Japon, puisque toutes les armées américaines qui vont repartir pour l'Extrême-Orient emprunteront ces voies de communication, ces chemins de fer et ces ports. Ainsi, puisque la France va entrer elle-même dans la guerre contre le Japon, elle doit conserver toutes ses priorités de commande en Amérique. Louise est consternée d'apprendre que la France est toujours en guerre, malgré la capitulation allemande. C'était oublier les possessions françaises d'Indochine. Du côté de l'Allemagne, la situation est confuse. Je pense qu'à terme, l'amiral Dönitz, désigné par Hitler comme son successeur à la tête du Reich, va être considéré comme un criminel de guerre. Certes, il n'a adhéré au NSDAP qu'en 1944 et n'était donc qu'un nazi tardif, mais radical selon certains, résolument anti-bolchevique, anti-slave et anglophobe. En outre,
Je m'étonne de voir la station de Flensburg poursuivre ses émissions comme poste officiel et d'apprendre que le maréchal von Busch, en accord avec les autorités d'occupation, a été placé à la tête des forces allemandes du nord de l'Allemagne, afin de maintenir l'ordre, la discipline et d'assurer le ravitaillement de l'armée et des populations civiles, ce, en contradiction avec les termes mêmes de la capitulation. J'ai l'impression que les Alliés ont provisoirement accepté de facto le maintien du gouvernement Dönitz. Ce dernier a monté un cabinet de chefs de brigade SS, avec von Krosigk comme Premier ministre par intérim, ministre des Affaires étrangères et des Finances, et 4 parlementaires spécialistes, tous des nazis de longue date, dont Albert Speer. De quoi laisser rêveur. Mais l'état-major suprême allié assure que ce pseudo-gouvernement ne sert qu'à garantir la capitulation des forces armées du Reich, et qu'il ne restera en place que jusqu'à ce que l'armée allemande ait fini de rendre les armes et son matériel, et que ses effectifs soient rassemblés dans des camps. Ces opérations sont d'ailleurs sur le point d'être terminées. Toutefois, si les armes sont censées s'être tues en Europe, ça n'était pas encore le cas en Bohême le 10 mai, puisque des avions allemands ont bombardé 2 jours de suite le grand camp de concentration de Theresienstadt, où sont emprisonnés des milliers de Juifs. Par ailleurs, les forces allemandes de Saint-Nazaire ne se sont rendues que le 11 mai. Louise et moi discutons souvent de la conférence des grands qui se tient à San Francisco. Et il y a des symptômes de mésentente inquiétants. Des tas de questions surgissent. La Pologne n'est pas à l'ordre du jour de la conférence, mais la question polonaise la mine. L'Europe de l'Elbe à la Bohême sera-t-elle soumise à un seul et même régime? Ou y aura-t-il une Europe organisée de façon moins rigide et plus libérale? Le monde uni contre le nazisme, le fascisme et l'impérialisme nippon va-t-il faire la paix après avoir éliminé les trublions? Ou bien va-t-il se scinder en 2 blocs prêts à s'affronter? Le seul à avoir l'esprit clair semble être Churchill, qui a exprimé sa crainte de voir l'Organisation de sécurité mondiale, qui s'élabore à San Francisco, devenir un bouclier pour les puissants et une dérision pour les plus faibles. De toute façon, seule une rencontre entre Churchill, Truman et Staline pourra permettre d'éclaircir l'atmosphère politique et de régler d'autres questions, celle du châtiment des criminels de guerre, celle de l'Autriche et celle de l'occupation et du contrôle de l'Allemagne, sur laquelle il ne semble pas encore y avoir d'accord complet. Une chose est certaine, elle va être occupée, dis-je. Moi, j'attends de savoir comment va être délimitée la zone réservée à la France et quelle autorité aura le comité de contrôle sur les 4 zones. En effet, les Russes sont disposés à laisser les mains libres à la puissance occupante de chaque zone. Mais les Anglo-Américains demandent qu'il y ait une autorité souveraine, exercée par le comité de contrôle sur l'ensemble des territoires occupés, pour éviter de répéter ce qui s'est produit à Vienne, où le gouvernement soutenu par les Russes n'a pas été reconnu par les Anglo-Américains. Truman a l'air de vouloir transférer à la France l'administration d'une partie des territoires allemands qu'occupent actuellement les armées américaines, assure Louise. Une autre zone devrait être rétrocédée par la Grande-Bretagne. Ouais. Truman veut rencontrer De Gaulle, sans doute pour en discuter, mais aussi pour parler de la participation de la France à la guerre dans le Pacifique. J'ai l'impression que 2 camps s'opposent de plus en plus, déclare Louise. D'un côté, les États-Unis, l'Angleterre et leurs États satellites, amis ou alliés, et de l'autre, la Russie. Et entre ces 3-là, il y a la France. C'est certain qu'entre les 3 grands, le charme est rompu, rétorquai-je. Les Anglais ne cachent pas leur désir de ressusciter une certaine Allemagne qui s'opposerait à une Allemagne communiste russe, pendant qu'ils garderaient leur influence en Grèce, en Italie et en Espagne. Et les Russes, eux, rêvent d'un bloc européen sans lien important avec Londres ou Washington. Donc, le sort de la Pologne ne sera résolu que dans le sens de la Russie, d'après la lettre que Staline a adressée à Churchill et Truman. Mais rien à propos de l'Autriche, la Yougoslavie ou Trieste. Il me semble que pour Trieste, la ville va rester italienne et le port sera international, annonce Louise. Il est vrai que Tito veut en discuter directement avec les Italiens et, par ailleurs, il a retiré ses troupes de Carinthie, en précisant qu'il ne changeait pas ses revendications. Mais l'URSS m'inquiète, car outre les forces matérielles, elle est puissante politiquement et spirituellement. Et je suis perplexe quant à la position de la France dans tout ça. Toutes nos interrogations restent pour l'instant sans réponse.
Le service postal n'est toujours pas rétabli entre la France et l'Allemagne. Si Louise peut recevoir des nouvelles de sa famille en Normandie, qui est à 700 kilomètres de Mirecourt, je ne peux en recevoir de ma mère qui n'est qu'à 300 kilomètres. Cependant, il me reste encore un espoir. Profiter d'une permission pour aller à Euningen. Le problème est que je ne pourrai m'y rendre que seule. Mais je répugne à laisser Louise et notre bébé, ne serait-ce qu'une journée. Et même si elle ne l'avoue pas pour ne pas me peiner, je sais qu'elle a peur que je ne revienne pas si je retourne en Allemagne. Un petit article a attiré notre attention concernant la dénazification. Il parle de passer des films montrant aux Allemands les atrocités commises dans les camps nazis. Franchement, je doute de l'efficacité de tels films sur les Allemands, qui pour certains prétendent qu'ils ignoraient ces crimes ou les nient. Tu penses qu'ils vont croire à une contre-propagande tout aussi mensongère que la propagande nazie, Aimée Louise ? Un peu. Il y a certes des choses à faire pour cette dénazification, mais je ne suis pas certain qu'il faille appliquer la même méthode à tous les Allemands. J'en vois 4 types différents. Il y a ceux pour qui Hitler est un dieu vivant, qui diront que les films sont des trucages ou des exagérations, car il est impossible que leur Führer ait permis des choses pareilles. Et puis, il y a ceux, des nazis tout aussi convaincus, qui prétendront, devant les pires horreurs, que c'était bien fait pour leurs ennemis et que les nazis avaient même été trop bons pour eux. Eh bien, dis donc, tu y vas fort, mon amour. Et les 2 derniers types ? Je vois ceux qui proclameront à haute voix, devant les inspecteurs alliés de la dénazification automatique, que c'est affreux, qu'ils n'ont jamais voulu ça, que d'ailleurs ils n'étaient même pas du parti. Cependant, beaucoup d'entre eux garderont l'opinion avec laquelle ils étaient venus, et ils y reviendront tôt ou tard. Je constate que tu es plutôt pessimiste, réagit ma chérie. Il y en a quand même qui étaient déjà anti-nazis. Oui, bien sûr, c'est le 4e type. Une minorité, dont beaucoup de personnes âgées, dont l'opinion n'intéresse pas grand monde. À côté de cette histoire de film, il y a la fermeture des établissements scolaires, jusqu'à ce que la communication pédagogique interalliée ait établi un plan de réenseignement et que de nouveaux livres scolaires aient été rédigés, imprimés et distribués. Je crois que je te vois venir, mon chéri. Tu penses que les manuels scolaires ne changeront rien à l'essentiel si les maîtres eux-mêmes n'ont pas changé. Ce ne sont pas les lettres qu'il faut dénazifier, ce sont les esprits, et c'est là où tout se complique. Cependant, Hitler a bien créé l'esprit nazi. Pourquoi les Alliés ne pourraient-ils pas créer un esprit anti-nazi ? Précisément parce qu'ils sont les Alliés, Louise. Pour manipuler les esprits, Hitler a exploité les vieux instincts germaniques. Et chasser le naturel, il reviendra au pas de loi, me coupe Louise, ce qui m'arrache un sourire. Mais je suis inquiet quant à l'avenir de l'Allemagne qui reste mon pays. L'autre sujet de préoccupation est, outre la possibilité de nous marier dans un délai pas trop éloigné, celle du lieu où nous déciderons de vivre. Je ne répugne pas à vivre en France, bien au contraire, mais je ne suis pas certain de pouvoir y exercer mon métier avec un diplôme allemand. Ce qui est possible en temps de guerre, souvent, ne l'est plus quand la paix est revenue. Dans la soirée, après avoir couché Heidi, je décide de m'en ouvrir à celle que j'aime, qui, à ma mine, devine que je vais aborder un sujet délicat. Mon amour, commençai-je hésitant, nous n'avons jamais parlé de ce que nous deviendrons après notre mariage. Elle me fait face, attendant la suite, mais les mots restent bloqués dans ma gorge. Tu veux dire que nous n'avons pas parlé du lieu où nous vivrons ? Demande-t-elle. N'aie pas peur de me dire ce qui te tracasse. Je commence à bien te connaître, Walter Scheller. Mon cœur, je ne sais pas si j'aurai le droit d'exercer en France, finis-je par dire, embarrassée. Louise se lève et vient s'installer sur mes genoux. Sans rien dire, elle prend mon visage entre ses mains pour un long baiser avant de reprendre la parole. Moi non plus, je ne sais pas. Mais tu pourras toujours exercer en Allemagne, n'est-ce pas ? Je la contemple abasourdie. Où veut-elle en venir ? Ne me regarde pas comme ça, avec cet air de chien battu.
Tu te rappelles ce que je t'ai dit il y a quelque temps, en décembre? Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, d'autant que maintenant nous sommes une famille. Tu veux dire que tu accepterais de vivre en Allemagne? Me coupe-t-elle. Affirmative, Captain Scheller, ou Herr Oberstabharz, comme tu voudras. Tu m'appartiens, Walter, et je ne te lâcherai pas. À quoi ça servirait que je me sois donné tant de mal à apprendre ta langue si je refusais de mettre un pied dans ton pays? Ma seule réponse est de la serrer convulsivement entre mes bras. Mon cœur s'emballe. Je lui chuchote que je l'aime et je l'embrasse avec passion avant de l'emporter sur le lit. Pour la première fois depuis la naissance de Heidi, nous refaisons l'amour, comme si notre vie en dépendait. C'est vrai que je lui appartiens, mais je sais qu'elle n'en abusera pas. La preuve, elle est prête à laisser sa famille, son pays, pour me suivre.